Abdelaziz Othmani pour son roman Sine, la lune en miettes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'auteur. C'est son premier roman, c'est la première fois qu'il vient chez nous à Oran, donc j'espère que ce ne sera pas la première fois. Pas la dernière fois, pardon. Et du coup, là, on va essayer de rentrer dans son univers. On va découvrir ses personnages, on va découvrir son projet. C'est un projet qui est très très intéressant. Et on va essayer, disons, de feuilleter avec 2 ou 3 lectures, disons. Voilà, quelques passages qui pourraient peut-être vous donner envie de découvrir le livre. Alors, place à la rencontre. Alors, petite présentation sur l'auteur. Monsieur Abdelaziz Othmani a fait un cursus universitaire littéraire. Il a fait disons, une formation en littérature française. Littérature francophone. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Donc oui, tout à fait, j'ai fait de la littérature francophone, ensuite en licence, ensuite je me suis aventuré vers la littérature. Juste un petit peu plus fort. Ah. S'il te plaît. Je vais essayer. Est-ce que ça va là? Je déboutonne ma chemise pour libérer ma gorge. Merci. Et donc, j'ai fait des études en littérature. Ensuite, je me suis aventuré un petit peu du côté de la littérature anglophone. Sauf que je pense que mon anglais n'était pas assez bon pour que je réussisse mon année. Trop Frenchy, c'est ça? C'est ça. Par contre, ça m'a permis de découvrir la littérature afro-américaine qui m'a complètement bouleversé, qui m'a vraiment changé le regard sur la littérature. Et donc, on en parlera peut-être ensuite de toute cette notion de littérature périphérique qui existe dans le monde littéraire. Alors, il est passionné d'archéologie et d'anthropologie. Et pendant un séjour au Venezuela, il va entamer des recherches pour démarrer son projet de roman. Il faut savoir que le roman a été écrit sur 4 ans. Et je pense que ce sont des lectures, ce sont beaucoup de voyages parce que tu adores les sites historiques, tu voyages un peu partout. Et je pense que les voyages, comme on dit, forgent la personnalité. Et ça a fait que tu as eu quelques déclics pour aller vers ce projet romanesque. Oui, complètement. En fait, à un moment, après mes études, j'ai décidé d'aller en Amérique latine. Donc, pas seulement pour y voyager, mais pour m'y établir. J'y ai passé 3 ans au Venezuela, où je travaillais dans un espace un peu similaire à celui-ci qui appartient à l'Alliance française, à Caracas. Et à partir de là, j'avais un sentiment, le sentiment déjà d'exil était extrêmement fort. Il y avait une seule famille algérienne, en plus de moi, Caracas. Et donc, je mangeais le couscous une fois par an sur invitation de l'ambassade d'Algérie là-bas, parce qu'il n'y en avait pas. Oui, c'était extrêmement difficile comme exil. Mais par contre, ça me permettait d'enrichir mon univers intérieur. Donc, plutôt que d'aller chercher mes repères spatiaux et culturels dans l'univers que j'habitais, dans l'espace que j'occupais, je suis allé le puiser à l'intérieur, et c'est comme ça que m'est venue l'idée de Sine, qui était peut-être quelque chose qui trottait dans ma tête depuis plusieurs années. Et ensuite, j'ai entamé tout un travail de recherche qui a été titanesque avant de commencer l'écriture. Alors, on va me parler de ton projet d'investigation. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Est-ce que tu as visité des pays où il y avait des traces historiques? Je sais que nous, dans le roman, on est dans la mythologie d'Afrique Nord. Oui. Voilà. Donc là, il y a tout un héritage autour de l'Afrique. Il y a beaucoup de superstitions. On a des dynasties. Le roman parle d'une grande dynastie dans un village, et il y a tout un héritage, disons, très ancestral que tu évoques à l'intérieur. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par
nous donner ce point déclencheur qui a fait que tu as commencé à développer des idées pour aller vers l'écriture de ton roman? Oui, je ne sais pas à quel moment ça m'est venu réellement. C'est peut-être tout un processus de réflexion, un cheminement d'idées, de, de pensée qui a fait que j'ai décidé ensuite de travailler sur l'Antiquité nord-africaine et mésopotamienne et subsaharienne, africaine subsaharienne aussi. J'ai puisé un petit peu mes inspirations dans ces trois espaces géographiques et culturels. Je pense qu'il y a eu un moment où j'ai pas mal voyagé en Colombie et au Pérou. Ce sont deux pays qui ont des sites archéologiques très très bien conservés, avec une histoire très identifiée, des universités qui sont très actives dans l'écriture, la découverte et la réécriture de leur histoire antique. Je me sentais quelque part un petit peu jaloux parce que je ne connaissais pas grand-chose dans dans ma propre culture antique, et j'ai entamé la recherche. Donc, j'ai commencé des emprunts d'ouvrages dans un premier temps. Je profitais de mon passage en France et en Algérie pour me procurer des ouvrages à propos d'archéologie, d'anthropologie euh, mésopotamienne et nord-africaine notamment. Ensuite, je trouvais que les informations sur l'Antiquité libyque et numide n'étaient pas satisfaisantes. Enfin, ce sont des civilisations qui n'ont pas laissé de traces écrites, donc c'est très compliqué de savoir comment ces populations-là évoluaient dans leur espace, dans les cités. C'était sans doute des cités-États, un peu comme en Mésopotamie. On n'en sait pas beaucoup plus. D'ailleurs, on peut les inviter à visiter ton Instagram où l'intelligence artificielle, en fait, Abdelaziz a utilisé l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir une vision sur les décors, les lieux, les personnages. Et vous allez retrouver sur son Instagram, bon, c'est son nom, son prénom, Abdelaziz Othmani, les trois personnages avec Sin. Alors, Sin, c'est une gazelle avec une corne. D'où la couverture du livre. Et vous avez aussi la grande cité où a lieu la vie commune de manière générale, et aussi d'autres espaces au plein désert. Voilà. Donc c'est un décor un peu saharien. Oui, c'est beaucoup d'inspiration saharienne. Je m'inspire de tous les espaces un petit peu géographiques et des climats de l'Algérie, parce que mon esprit avait comme ancrage quand même l'Algérie. Quand j'étais en Amérique latine, il y avait les premiers passages, toutes les 100 premières pages, pratiquement, peut-être 50 premières pages se passent dans des forêts tropicales. C'était assez amusant à les reproduire à l'écrit. C'était un exercice très intéressant. Et les espaces géographiques, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que j'essaye de mettre le lien, de les mettre tout le temps en parallèle avec la psychologie des personnages, leurs réflexions et l'évolution de mes personnages. Le désert, et pour moi, j'exploite beaucoup l'image du désert justement parce que c'est un espace où on évolue un petit peu à découvert et qui se prête beaucoup au monologue intérieur du personnage. Oui, d'ailleurs, quand on lit, on a cette impression que les personnages sont dans un désert interminable. Ils marchent. Bon, il faut savoir que le roman, en fait, on peut l'ancrer, on va en discuter, on peut l'ancrer dans le genre du roman d'apprentissage, entre le roman d'aventure, parce que le personnage est adolescent. Quand il commence son parcours, au début, voilà, il est adolescent, et on a plein de ressentis quand on lit, on avance avec les personnages, on a cette sensation qu'ils sont dans un Sahara perdu, voilà. Et c'est quand ils sont en train de marcher, il faut savoir qu'il y a beaucoup de conversations entre eux. oui. Voilà.
des fois il y a des petits clashs, parce qu'il y a un souci de filtre pour certains personnages. Et du coup, on sent cette sensation très spacieuse et illimitée de l'espace, disons du désert. Oui, 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 tout à fait. En fait, quand il s'engage dans ce désert-là, c'est le premier désert que j'évoque, parce qu'il y a des déserts et pas un seul désert. Et le premier désert que j'évoque, c'est un désert de terre un petit peu craquelé, avec des arbres étranges, torsadés, sans feuilles. Et, euh, et ce désert-là, dans mon esprit d'auteur en tout cas, c'est une véritable projection des peurs, des angoisses des personnages, notamment le personnage principal qui s'appelle Evel. Et donc, il ne sait pas exactement vers où il va, et il a juste une direction, il n'a pas d'itinéraire précis, et, euh, et il ne sait pas vers quelle quête il va également. Donc, je trouvais intéressant ce désert interminable pour le coup. Ouais. Alors, si on parlait un peu de la définition de votre œuvre, bon, beaucoup de gens disent que certains disent que c'est un roman fantaisiste, d'autres disent que c'est une épopée, d'autres personnes disent qu'on est plutôt dans le roman d'aventure. Comment tu pourrais, toi, définir ton roman? Ouais. Alors, pour moi, il y a 3 grandes parties dans le roman. De toute manière, il est découpé en 3 grandes parties. Et la première partie, pour moi, s'apparente indéniablement au roman d'aventure adolescent, justement, là où le personnage est encore jeune. Il a 14 ans, il me semble. Oui, il est adolescent. La deuxième partie, se passe dans un environnement qui est nouveau, mais pour le coup, se passe dans une cité-État, qui a un fonctionnement extrêmement complexe, avec des codes très particuliers, dirigés par un temple, et une dynastie très puissante, très assise sur son pouvoir, et qui est à la fois politique et théologique par ailleurs. Et à ce moment-là, je trouvais intéressant aussi de permettre au personnage de rentrer dans la peau d'anthropologue ou d'ethnologue, étant donné qu'il découvre un environnement qui est complètement étranger pour eux, et de disséquer d'une certaine manière, à la Zola peut-être, de disséquer cette société qui est par ailleurs créée de toutes pièces, d'inspirations multiples. Moi, ça me fascinait. Au Venezuela, je retrouvais un système de classe sociale, de domination de classe, qui était très violent pour moi, que les Vénézuéliens ne voyaient pas forcément, parce qu'ils étaient nés dans ce contexte. C'était normal pour eux. Oui. Et étant originaire de la wilaya de Bida, qui est quand même, je ne veux pas cracher sur les Bidéens, mais qui est quand même une vieille cité d'origine andalouse, avec un système quand même de classe sociale qui est avec des familles très nobles, très puissantes. Elle a dans un simplifié environnement. jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas encore. J'étais à Constantine il y a quelques jours, où on retrouve encore cette dimension, et je serai à Tlemcen demain. Le trio. Je fais le trio gagnant. Et donc ce sont des espaces où véritablement, pour moi, c'est plus j'avançais dans mon écriture, et plus j'avançais également dans ma vie, plus je découvrais la vie au Venezuela, plus je réalisais qu'il y avait des choses à dire à propos de mon environnement d'origine aussi. Et quoi de mieux que de le dire dans de la fiction, en fait, de ne pas y aller frontalement, et de créer tout un univers autour, et avec des personnages qui observent tous ces phénomènes de société. Alors, moi, en lisant le roman, en fait, j'ai eu cette sensation de voyager dans plusieurs films que j'adore. Les animaux fantastiques, Harry Potter, des Vikings, dans la scène du sacrifice. Bon, là, je vais lire un petit passage pour ouvrir un peu
les premières pages du roman. Donc on va dire que il y avait Baha. Baha, c'était le premier personnage sur lequel on va s'ouvrir dans le roman. Et c'est une maman qui était censée donner au village un héritier. Et là, en fait, quand elle fait la visite des guérisseuses, on est dans un univers très, comment dire, très cerné par les superstitions. On est en Afrique, donc il y a toutes ces sonorités, tous les clichés sur la sorcellerie, sur les guérisseurs, sur les voyantes, sur les malédictions. Parce que à la base, les deux jumeaux vont être pris d'une malédiction. Il va y avoir une scène dans laquelle ils vont vouloir se débarrasser de ces enfants. Parce que selon la règle des sages, il est strictement interdit de laisser deux jumeaux vivre sous le même toit. Il fallait en fait un seul souverain. Voilà. Il y a une forme d'abomination, et c'est quelque chose qui existe dans énormément de cultures, et qui a existé sur tous les continents. Et il y a une forme de malédiction, une abomination dans le fait d'avoir des jumeaux, parce qu'on considère qu'il n'y a qu'une seule âme, et que l'histoire des doubles, c'est un peu trop. Et que cette âme est quelque part détruite, elle est fragmentée. Et cette idée de la fragmentation, on la retrouve tout le temps, on la retrouve dans la Lune, qui a 3 grands fragments, qui est brisé en fait. Et on la retrouve dans la relation ensuite avec Evel et Sid, donc l'animal qui le suit partout. Ouais. Alors là, je vais vous faire partager un passage de la maman qui était presque Alors, l'animal leva ses grands yeux vers Baha et battit ses longs cils comme pour l'attendrir. Il n'était ni craintif ni méfiant, et lorsqu'elle lui tendit une main peu rassurée, il offrit délicatement son museau. C'est à cet instant que quelque chose d'encore plus étrange se produisit. La jeune femme sentit son corps submergé par une sorte de liquide tiède qui convergea vers son nombril. La gazelle se reposa sur ses pattes arrière, ne quittant pas Baha des yeux. Et l'espace d'un instant, elle parut tellement humaine qu'elle lui donna l'impression qu'elle était sur le point d'articuler quelques mots. Mais elle se contenta d'ouvrir la gueule, comme pour bâiller, laissant découvrir des dents acérées. Alors, elle se redressa, fit volte-face et s'engouffra de nouveau parmi les arbres. Aucun bruit, aucun crissement ne fut provoqué par ses pas. Elle était comme un esprit, un rêve effleurant à peine le sol, et son mouvement, contrairement à son aspect, était d'une grande beauté. Baha resta sur place, guettant son retour, mais la créature ne revint pas. Elle s'était confondue avec les ombres nocturnes, laissant le paysage aussi vide qu'il ne l'avait été quelques minutes auparavant. Cela ne pouvait être qu'un présage. Les dieux lui envoyaient un signe. Ou bien était-ce un démon, un djidim. Après tu nous expliqueras. Un peu plus fort. Un djidim, venu la tourmenter avant son enfantement, s'inquiéta Baha. Elle ne sut dire pourquoi l'animal lui paraissait comme un présage funeste, mais étrangement, avec son regard baigné de la lumière de la lune, ses joues caressées par la fraîcheur d'une douce brise qui transportait sur son sillage les meilleurs parfums. Elle se sentait prête à affronter son destin. Elle était prête à embrasser la mort, aussi douloureuse et effrayante qu'elle pût être. De toute manière, elle savait qu'elle ne pouvait y échapper depuis le jour où la guérisseuse lui avait rendu visite. Après tout, elle vivrait à travers son enfant. Elle ne mourrait pas en vain. Cet enfant serait grand, digne de sa lignée. Il serait l'enfant unique de la lignée d'Amnoukal. Bon, le nom, il est un peu... alors, c'est Yusudra, c'est ça? Voilà. Baha savait bien ce que cela signifiait, aussi bien que la nation de Kilugal tout entière. D'après certains oracles, il se pouvait même que cet enfant devint lui-même Amnoukal. Pages 11 et 12. Petit commentaire. Alors, en ce qui concerne les termes qui peuvent paraître très étrangers, c'est
Jidim veut dire djinn, tout Moi, simplement. je l'avais compris. C'est un mot très très ancien, c'est un mot mésopotamien qui date des Sumériens. C'est le. En fait, djinn est une contraction, tout simplement. Et Amenoucal, c'est une petite contraction du terme Aménocal, qui est le. Je trouvais que c'était un concept très intéressant à exploiter, qui est le chef, quelque part roi prophète des Touaregs. C'est de la lignée de Tinina. Et donc, je l'ai exploité à mon compte. Et puis voilà, en ce qui concerne ce moment-là, c'est vraiment comme vous avez pu le deviner, c'est les derniers instants, les derniers jours avant le décès de Bara. Et c'est le moment où elle rencontre cet animal qui est étrange, qui est Sin, et qui est inspiré du folklore persan. En fait, c'est probablement l'une des premières formes de licorne connues dans l'humanité. Et qui se trouve être une gazelle pour les Persans plutôt qu'un cheval, avec une seule corne unique et un peu torsadée, avec des trous qui jouent de la musique comme une flûte. Et c'est un animal assez agressif dans le folklore. Oui, d'ailleurs, Et donc, à l'intérieur du roman, quand Evel, le personnage principal, des fois, il se retrouve dans des situations un peu embarrassantes ou qui se retrouve en danger, c'est Sin qui tente à chaque fois de le protéger. Alors, maintenant, on va rentrer à l'intérieur, on va parler un peu des thèmes. Alors, les thèmes, je l'avais déjà abordé tout à l'heure. On est, disons qu'on a des thèmes qui sonnent vraiment fort dans nos esprits quand on lit. On a déjà, le premier thème, c'est l'héritage des dynasties en Afrique. Voilà. On a beaucoup de règlements, on a beaucoup de protocoles autour. Il y a le thème du sacrifice. On a le thème aussi des spiritualités au pluriel. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur les thèmes? très bien. Oui. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui. J'avais très envie de rendre. Excusez-moi d'insister un petit peu plus fort. Ok. On n'a pas de régisseur, on n'a pas de micro qui puisse arriver. Donc, voilà. Merci de faire l'effort. Okay. Je vais projeter ma voix. J'avais envie de rendre quelque chose qui était très particulier à cette antiquité archaïque. Il faut savoir que dans mon imaginaire, même si c'est un monde complètement fantasmé, dans mon imaginaire, cette histoire se passe environ entre 4000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce qui est considéré comme étant l'Antiquité archaïque, donc vraiment depuis le début de l'invention de l'écriture et les premières cités-États, donc les premières agglomérations organisées autour d'un temple, d'un juge et d'un code, quelque part. Et j'avais envie de revenir à ce moment-là parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez brutal, d'assez brut à exploiter justement dans nos humanités. Et je me rendais compte à quel point cette période vraiment était universelle. C'est-à-dire que ça soit en Mésopotamie, que ça soit en Afrique du Nord, donc la Libye, plutôt l'Est algérien, avec la Libye et le sud de la Tunisie, ou que ça soit en Mésoamérique, on en est vraiment à peu près au même niveau de développement. On commence à faire des villes à 20 000 habitants maximum et on commence à réfléchir à comment s'organiser socialement pour produire un groupe et être de plus en plus fort. Et il y avait une forme de véritable fascination pour ce moment, ce déclic où l'humanité a réfléchi à faire société. Et le fait de faire société, encore une fois, je reviens à ma période vénézuélienne où
c'était la crise économique, je voyais un pays s'effondrer sous mes yeux, donc un pays qui faisait plus société, et ça me faisait réfléchir énormément à la question de faire société. Et plus je m'y intéressais, plus je lisais sur Sumer, Babylone, Palmyre, Carthage, plein d'endroits différents dans le monde, plus je me rendais compte qu'on faisait société parce qu'on régissait l'organisation sociale, l'organisation économique, sociale de sa journée de travail, etc. On commençait à vraiment régir tout ça par des règles et des lois. Et l'avènement de l'écriture a fait que ces lois-là commençaient à être écrites, et donc chacun avait un rôle bien défini à jouer au quotidien. Excuse-moi, c'était quoi le... Alors, on avait dit les dynasties, oui. On a aussi les sacrifices. Oui, voilà. les sacrifices à ce moment-là aussi, c'était quelque chose d'assez universel, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait des moments où la population voulait produire un acte violent. Et cet acte violent, il fallait, pour que les sociétés continuent à être organisées, pour pas qu'on fasse des guerres à tout va, pour pas qu'on détruise des cités toutes les générations, tous les 30 ans, pour avoir à les reconstruire. Et il nous fallait chercher un moyen, et le meilleur moyen, ça a été le sacrifice. D'abord le sacrifice humain, donc on sacrifiait des bébés, des vierges, c'était des sacrifices rituels assez codifiés sur certains types de populations. Ensuite, ça a été, grâce à l'avènement de l'Ancien Testament, le sacrifice animal, avec les Juifs qui sacrifiaient le bouc émissaire, qui laissaient partir dans le désert, d'où le terme bouc émissaire. Et voilà, le sacrifice animal s'est institué beaucoup plus tard, et je trouvais ça fascinant. Et ensuite, il y a les religions, il y a les spiritualités, oui, justement. Les spiritualités j'insiste là-dessus, parce que les spiritualités, elles sont extrêmement présentes, et elles permettaient, contrairement à ce qu'on croit, chacun n'allait pas détruire son voisin pour imposer son Dieu. En fait, ça circulait énormément, notamment à travers les mariages princiers. Et donc, sachant que ce que je viens de dire, par exemple, la Babylone ou Our, à Sumer, c'était des cités-États d'environ 20 000 habitants. Quand une princesse libyque se mariait avec un roi sumérien, elle partait avec toute sa cour, et éventuellement avec ses prêtres, ses prêtresses, ses artisans, ses parfumeurs, etc. Elle partait avec toute sa culture, quoi. Avec 4 000, 5 000 personnes, et les cultures fusionnaient en fait. Chaque génération des cultures s'interpénétrait, et ça leur permettait de dialoguer comme ça. Et c'est comme ça que tout le monde restait pacifique, la plupart du temps. Nous, c'est les récits guerriers qui nous reviennent le plus souvent, parce que c'est les récits les plus glorieux. Ça donnait une sorte de symbolique, finalement. Oui, voilà. Mais on pouvait passer 100, 150 ans, 200 ans sans qu'il y ait vraiment de grosses guerres, sans que les Persans aillent attaquer les Babyloniens en détruisant tous les éléments de leur culture. Ça, c'était assez rare, c'était au final assez exceptionnel. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus. On va parler un peu des toponymes, des lieux. Alors, d'où est-ce que tu t'es inspiré? Je ne sais pas quel espace géographique t'as-tu le plus attiré pour créer les noms des lieux du roman? Les noms des lieux? Oui. Alors, les noms et les lieux en eux-mêmes, des fois, c'est vraiment un travail de composition. Donc je vais piocher un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Donc, les lieux, c'est vraiment les paysages algériens qui me manquaient énormément. Loin de mon pays, j'ai commencé à chanter. D'ailleurs, dans les transcriptions des noms des lieux, on sent que c'est un peu
entre arabes, algériens. Oui, Voilà. oui, tout Il y à fait. a un peu aussi de la derja aussi. Un, Oui, e- il y a, un il y a de- exemple, un exemple. il y a de la Darija. Vraiment, Alors. j'ai pas d'exemple en tête. Ah, alors, je vais chercher. Donc, je continue à parler. Oh Oui, là là. vas-y. Ouais, Ouais. vas-y. Moi, je vais chercher en attendant. Ouais. Et donc, comme je disais, les paysages, je me suis énormément inspiré de toute manière de l'Algérie en reprenant certaines choses à mon compte aussi. Comme je disais tout à l'heure, il y a un peu de la forêt amazonienne que j'ai mis dans le roman parce que je voyageais beaucoup à ce moment-là. Excuse-moi, je te coupe. Hadja Almout. Hadj al-Mout, oui. Voilà, Hadj al-Mout, Hadja Almout. qui est inspiré de la Hadramout. ville d'Oran. C'est H-A-J-A-R-M-O-T. Oui. Voilà. En fait, c'est le lieu symbolique, c'est la cité tutélaire de la déesse de la mort, d'où le mot à la fin. Et ce Hajjal, parce qu'il y a un grand rocher, comme le Hajjal. Et c'est dans mon univers, dans Pilougal, c'est le lieu par lequel la déesse de la mort traverse les mers pour amener les âmes vers le monde souterrain. Et j'ai beaucoup, en fait, je tombais, dans mes recherches, je tombais beaucoup sur des stèles qui étaient traduites sur des tablettes d'argile, sur des papyrus qui étaient soit mésopotamiens, soit égyptiens ou autres. Et j'ai pioché des fois des noms, j'ai pioché des anecdotes. Par exemple, je vous raconte une anecdote. À un moment, je tombe sur la traduction d'une tablette d'argile où il y a un monsieur qui se plaint au juge que son voisin ou son ami ne lui a pas rendu l'argent qu'il lui avait prêté. Et donc c'était très drôle parce qu'en plus, il l'accablait et il lui disait oui, mais de toute façon, moi je lui ai prêté parce qu'il m'a fait de la peine, mais en même temps, je sais qu'il va dépenser ça dans le vin et le jeu et les femmes, il est tout le temps dans les tavernes. Et il est endetté de partout, mais moi j'ai besoin de cet argent, etc. Et ça rendait toutes ces choses qui étaient, cette découverte archéologique qui venait alimenter mon travail de recherche extrêmement vivante en fait. Et je visualisais très bien pour le coup le quotidien des gens dans ces cités de l'Antiquité et je trouvais ça extrêmement fascinant. Alors, là, on vient de finir avec les lieux. Un mot sur les personnages, d'ailleurs, tu vas peut-être aller un peu sur les personnages. Oui, ouais, moi j'aime beaucoup les personnages. Pour ceux qui étaient en atelier d'écriture avec moi hier, j'ai beaucoup insisté sur la création des personnages. Moi, j'ai 4 voire 5 personnages principaux dans le roman. Le point de vue est parfois alterné entre les uns et les autres. Et chaque personnage porte en lui à la fois plusieurs influences. Si on prend l'exemple de Evel, c'est le personnage principal, c'est l'un des jumeaux. Voilà, oui, tout à fait. Son prénom est inspiré d'Abel, du mythe biblique d'Abel et Caïn. Et de Jonas aussi, c'est de Naïs. Et de Jonas aussi, parce qu'au moment où il se rend compte qu'il pourrait être amené à être prophète, il refuse la prophétie, il n'en veut pas. Il se dit qu'il n'a peut-être pas les épaules pour porter autant de responsabilités. Je trouvais intéressant vraiment d'aller chercher, puiser l'humanité de chacun des personnages. Et il y a un personnage qui s'appelle Zimri que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment... Qui va devenir son meilleur ami. Oui, c'est comme son fait. frère. C'est comme son frère. Ouais. Qui a vraiment été difficile à la composition. À un moment, je ne savais pas trop quoi en faire, donc j'ai pensé le tuer de façon extrêmement brutale. mais Ce pouvoir. Oui, ce pouvoir Oui, qu'on il a a en tous les tant pouvoirs, qu'auteur. parce qu'il écrit son histoire. Et je le trouvais très encombrant. À un moment, il était très gênant. Et je
je transite du Venezuela vers la France et je descends à Madrid, je passe 2-3 jours à Madrid et je vais au, euh, au musée du Bardo. Et là, je tombe sur un tableau orientaliste d'un artiste, catalan qui s'appelle Tapiro Ibarro. Et là, je vois mon personnage en fait. D'un coup, je vois exactement à quoi il ressemble et je vois exactement l'expression en fait, ce qui me manquait pour donner âme à ce personnage, je l'ai vu sous mes yeux. Et c'est à partir de là qu'il est devenu un de mes personnages favoris, si ce n'est le favori. Et son nom, je suis allé le puiser chez un prêtre du temple d'Amon en Libye. Voilà. Et ça fait véritablement sens avec le personnage. Ensuite, il y a le personnage de Samouramat. Son nom, je suis allé le chercher chez une reine de Palmyre. Elle est belle, d'ailleurs, sur la photo. Chez une reine Elle est noire. palmyrienne. Très belle. Et c'est la première reine à avoir gouverné Palmyre. En fait. Et ensuite, Dihiya, que vous connaissez probablement, le personnage historique de Dihiya, qui est le 4e personnage le plus important. Sachant que Sin, c'est le dieu de la lune et le père de toutes les divinités babyloniennes. Voilà. Alors, Akkadiennes et babyloniennes. Je vais passer un peu dans les personnages. Donc, tu m'avais dit hier que, disons que sur les 4 ans, j'écrivais après des pitres purs, j'ai problème de stockage dans ma tête. Voilà, donc, est-ce que c'était des rédactions qui se faisaient d'une seule traite, par exemple par chapitre, ou c'était le récit de chaque personnage qui s'écrivait séparément, ou c'était au fur et à mesure? Comment tu faisais? J'écrivais de façon vraiment très linéaire, chapitre par chapitre. Vous m'entendez? J'ai l'impression que ma voix baisse. Ça va? Ça va? Vous m'entendez? Pascal, tu m'entends? Ok. Ok. D'accord. Donc, j'écrivais vraiment de façon linéaire parce que à partir du moment où je change de point de vue, j'avais une énorme liberté avec la temporalité parce qu'il y a des chapitres qui se passent exactement au même moment, mais qui sont vus de point de vue de personnages différents, dans des endroits différents. Et le 3e ou le 4e chapitre qui suit va donner le dénouement à ce qu'ils ont pu voir ou observer ou vivre. Et ça me donnait énormément de liberté, et le fait d'organiser cette linéarité aussi dans le travail, et j'avais énormément de rigueur aussi, je me levais quasiment tous les jours. Il faut rappeler que ton roman est très complexe à lire, donc forcément à écrire, ça n'a pas dû être facile. Oui. Et je me levais à 5h du matin, je buvais mon café, je commençais à écrire. J'aime bien écrire à jeun. Ton rituel ressemble à celui d'Amélie Nothomb. Elle se réveille à 5h. Oui. À 8h, elle a déjà fini un chapitre. Oui, mais c'est ça. Après, à 8h, 9h, je finissais généralement ma journée d'écriture. J'allais entamer ma journée de travail, etc. Et donc, dans la structure narrative, il y avait besoin de cette linéarité, de cette rigueur-là. Sachant que au final, ce qui différencie les personnages, ce sont les thématiques. Parce que là où, disons qu'il y a un récit un petit peu philosophique, qu'on suit en filigrane pour chaque personnage, une quête philosophique, là où Evel va être confrontée à la question du pouvoir, de la responsabilité, parce qu'à un moment, il va revenir à son village. Tout ce que ça implique. Samouramat va être sur un questionnement sur son rapport à l'emprisonnement, la liberté, toutes ces choses-là. Et donc, je tenais vraiment à ce que chacun ait sa quête personnelle et sa trajectoire qui lui est propre, et que ces trajectoires-là composent
ensuite un récit qui est plus complexe. Du coup, tu pourrais leur partager ton coup de cœur, ton premier coup de cœur. Oui, alors c'est un moment, Samour Ahmed, c'est une amie de Evel qui l'accompagne dans la première partie de sa quête et qui se retrouve ensuite dans cet espace, dans ce contexte culturel qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas le sien. Et elle fait tout, à partir de là, elle fait tout pour quelque part, à moi un peu bateau, mais s'intégrer entre des gros guillemets, j'utilise des gros guillemets pour ce terme, en tout cas pour être acceptée dans cette cité, dans cette culture qui la dépasse un petit peu. Et donc elle décide de devenir prêtresse du temple de Kiluka. Je vous lis ce petit passage, si mon nom veut bien me le permettre. Samour Ahmed sursauta. Elle était accroupie, la tête entre les jambes, grelottante. Elle tendit l'oreille pour écouter le bruit qui venait de la réveiller, espérant qu'on lui eût apporté son repas. Les responsables du vacarme ne devaient être que quelques rats égarés en quête de nourriture, songea-t-elle. L'endroit dans lequel elle se trouvait était complètement obscur, d'un noir opaque presque palpable. Ça devait faire plusieurs jours qu'elle était ici, mais elle ne pouvait en être sûre. Elle avait supposé qu'on ne lui apportait qu'un seul repas par jour, ce qui signifiait qu'elle se trouvait en ces lieux depuis plus de 10 jours. Elle sentait l'odeur de ses propres déjections, que même le froid n'avait pu atténuer, et que le courant d'air glacial amenait à ses narines. Au loin, elle entendait le son régulier des gouttes d'eau qui tombaient du plafond. Elle sentait son cœur battre lentement et régulièrement. Samour Ahmed avait finalement réussi à contrôler ses battements, à les ralentir, au point de ne maintenir que ses fonctions vitales, en marche, tel un animal en hibernation. Les membres engourdis et la pensée suspendue, elle ne bougeait que rarement. Dans ce passage-là, elle subit un rite initiatique pour devenir prêtresse. Et donc, dans ce rite-là, elle doit apprendre à être prêtresse qui est en même temps prêtresse et assassine, en fait. Et dans ce passage-là, elle doit apprendre à contrôler son rythme cardiaque en cas d'empoisonnement, en fait, tout simplement. Un peu comme Cléopâtre. Ça rappelle Cléopâtre. Alors du coup, on va rester dans le même contexte, le discours prophétique. Il est très dominant dans l'écriture. Tu as fait pour, disons, essayer de cerner cette thématique. C'est une thématique qui n'est pas très répandue dans les romans, elle est plutôt dans les religions, dans les livres sacrés. Toi, comment tu l'as traité dans une fiction? C'était extrêmement risqué. C'était vraiment très très risqué, mais j'avais vraiment envie d'explorer une thématique aussi complexe et qui au final est très peu exploitée dans la littérature contemporaine parce que elle est présente dans les religions monothéistes, mais elle est présente dans les épopées aussi. Dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et en fait, j'ai juste relu l'Ancien Testament. Ça a été une lecture intéressante de lire l'Ancien Testament pour s'en inspirer pour un travail littéraire plutôt que de le lire en tant que livre religieux. J'ai lu l'épopée de Gilgamesh où il faut rappeler que c'est le premier récit du monde, et c'est le premier récit du monde où un prophète apparaît, qui est en l'occurrence Ziusudra, qui est le nom acadien de Noé. Donc je trouvais très intéressant d'aller chercher les qualités littéraires
de l'Ancien Testament et de me les réapproprier. Voilà. Ok. Alors, pour moi, une dernière question. Tes influences. Alors, elles sont vraiment, vraiment très multiples. J'ai mis, en préparant ma tournée dans les IF, j'avais noté plein d'influences parce que à chaque fois qu'on me pose la question, j'en oublie 2 ou 3 et je me sens trop mal parce que parce que j'ai l'impression de les trahir. Moi, en fait, j'ai oublié de le dire pendant l'atelier d'écriture hier, et peut-être que les jeunes gens qui sont ici, ça leur fera du bien de l'entendre. Si vous voulez écrire, il faut lire Rabelais. C'est peut-être pas la lecture Il y a un la de plus tes fun. apprenants qui est au fond à gauche. Oui. C'est peut-être pas la lecture la plus fun qui existe, mais Rabelais est essentiel pour un auteur. Vous voyez l'extrait que je viens de lire là, par exemple, c'est un extrait où je parle apparemment de déjection. C'est une thématique que Rabelais avait ramenée en littérature parce que toute la littérature contemporaine est construite autour de l'œuvre de Rabelais en réalité, et toute la théorie de ce qu'on appelle la théorie du bas-corps. Quand je faisais les études littéraires, me fascinait énormément, c'est-à-dire que on quitte la littérature bourgeoise à un moment au 19e siècle, la fin du 19e siècle en Europe, et on va puiser dans des inspirations qu'on ne trouve pas. Et on trouve Rabelais, apparemment c'est les Anglais qui trouvent Rabelais, qui redécouvrent Rabelais d'une certaine manière, et ils y trouvent un traitement du corps des personnages, des corps des sujets du récit, qui va fonder ensuite les grandes théories sur lesquelles se basera la littérature contemporaine. Lisez Rabelais, et c'est une grande source d'inspiration, vraiment. Ensuite, comme je disais, l'Ancien Testament. Il y a des auteurs contemporains aussi, tels que Ursula K. Le Guin, qui est en train d'être réhabilitée notamment par les féministes, parce qu'elle parle beaucoup de la question de la femme dans son travail de science-fiction. Et il faut savoir que Ursula K. Le Guin, plutôt que de faire de la science-fiction avec des sciences dures en racontant des espèces de vaisseaux spatiaux avec une technologie ultra avancée, elle a préféré la sobriété et s'intéresser aux sciences sociales. Donc, par exemple, elle a un cycle où chaque roman présente une planète qui symbolise un phénomène de société différent. Dans Les Dépossédés, par exemple, j'illustre. Dans Les Dépossédés, c'est un chercheur, un scientifique, un émissaire plutôt, qui est envoyé par une planète vers une planète voisine, et il y va et il découvre que c'est une société qui ne connaît pas la violence, qui a complètement aboli la violence. Il se trouve que par malheur, à l'arrivée du vaisseau spatial, il y a un petit problème à l'atterrissage, et qu'il y a un membre de l'équipage qui tombe, donc pour la première fois. Et comme ils sont tous gentils, qui ne connaissent pas la violence, ils étaient tous là, ils étaient venus pour faire coucou aux émissaires. Et pour la première fois, la population est confrontée à la violence parce qu'elle voit le sang. Et elle est aussi confrontée à la question de la mort, en abolissant la violence, en fait, la mort est devenue tabou. Et tout le long du roman, on va réfléchir sur cette question du tabou, en fait, dans la société. Et c'est une autrice véritablement fascinante pour moi. Et ensuite, il y a plein d'autres influences, la littérature subsaharienne, la littérature afro-américaine notamment, et de la littérature latino-américaine aussi. D'accord. Alors, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Déjà, on te félicite pour le prix. Voilà. Déjà, personnellement, moi, je suis très très contente d'avoir un prix Jeanne. Voilà. Donc, je voudrais que tu nous partages ton expérience
juste après l'édition du livre, donc est-ce que les gens sont partis automatiquement vers la découverte de ton livre, sachant que tu es un jeune romancier, c'est ton premier roman. Et comment tu as vécu l'expérience déjà de la liste des nominés et par la suite ta récompense, ton prix? Alors, en fait, je pense que sur en première ligne, là, vous avez tous dû entendre parler du livre à sa sortie, plus ou moins. Mais le livre est un petit peu passé inaperçu. Moi, j'en ai entendu parler par des copines algéroises qui le postaient sur les stories. C'est pour ça que je suis partie vers toi. Voilà. Il y a quelques pages, en effet, des influenceuses instagrammeuses que je remercie énormément, qui, elles, vraiment sont venues aussi là pour l'acheter. La venue des livres, c'est elle qui avait publié pour la première fois. Etc. Et elles ont adoré, elles l'ont partagé de partout. Ensuite, il y a eu un peu un moment creux où il ne se vendait pas beaucoup. Il avait du mal à se vendre quand même. Moi, j'étais pas ici, j'habite en France, donc j'étais pas ici pour le défendre, pour organiser des rencontres comme ça avec mon éditeur. C'était compliqué, en fait. Et je suis pas très sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de me faire violence pour être présent et je me suis dit non, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas mon monde, quoi. À montrer ma tête comme ça et tout. Je me sentais vraiment ridicule. Comment tu t'es sentie? J'ai vu la vidéo de Kesba Édition quand tu es montée sur scène pour recevoir le prix. Ah non, mais... J'ai vu ta tête, je te disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Déjà, je vous raconte l'anecdote. On était à l'hôtel, on descendait à l'hôtel, tous les shortlistés du prix, donc au même hôtel, donc il y a les chauffeurs des organisateurs qui viennent nous chercher et on m'oublie. Donc j'attends toujours à l'hôtel, j'attends patiemment le chauffeur et je me dis ah là là, on m'a oublié. Et en plus c'est à Alger en heure de pointe, donc entre Cuba jusqu'à l'Oasis, j'étais en stress et je me suis dit ah je vais rater la remise des prix. Vraiment le truc de loser, pas jusqu'au bout. Et ensuite Et ensuite, donc, on vient me chercher, j'y vais. Après, je me rends compte que le temps d'attendre tout le monde, il y a beaucoup d'officiels pour ce genre de cérémonie. Donc, le temps d'attendre tout le monde, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai retrouvé des gens que j'aimais bien, j'ai discuté avec tout le monde, du monde et tout. Et ensuite, je m'installe à table et j'attends. Et je regarde les autres. Tu es dans quel état juste avant? En fait, je m'étais préparé à l'éventualité de le recevoir, donc j'avais préparé un petit discours. Et j'ai tout oublié, évidemment, au moment venu. J'ai fait je remercie mon éditrice, et puis voilà. Oui, des fois, le cerveau réagit mal. Oui, et puis ils annoncent le prix arabophone, donc il y en a un Bayotte qui arrive à l'aise, elle est habituée aux conférences et tout, qui fait son discours, elle fait son show, et moi je me dis, ah là là. Ils ont dû faire un stage chez elle. D'ailleurs, c'était un discours très timide. Oui, et en plus je me suis dit, est-ce que je vais parler en français? Est-ce que je vais devoir parler en arabe? Imagine si j'arrive sur scène et qu'on me dise tu dois faire un discours en arabe. Il y avait plein de trucs qui passaient dans ma tête. Et c'était vraiment très drôle. Et ensuite, on m'annonce, et encore une anecdote très drôle, on annonce mon nom et je me lève et je fais 2 pas et je fais ah mais il y a mes lacets qui sont défaits. Et je me baisse pour faire mes lacets et là je vois toutes les caméras de c'était vraiment drôle et je me suis dit mais en fait en même temps c'est pas grave, je suis un peu maladroit et tout et puis il faudra qu'ils composent avec ça, les gens aussi on n'est pas tous obligés d'être bien, de présenter bien, etc. Je passe
je passe une bonne partie de ma vie solitaire devant un écran, donc je ne suis pas doué en représentation sociale. Oui, c'est- Vous avez fait comme J'en ris aux larmes. Albert Camus, le jour de la remise de son prix aussi. Il nous écrit très bien. Oui, franchement, on passe tellement Oui, c'est de temps dans c'est son monde émouvant. intérieur. Ouais, c'est beau. Non, j'en ris aux larmes. Et on passe tellement de temps dans son monde intérieur que le sociabiliser devient quelque chose d'assez un exercice qu'on réapprend, surtout que je réapprends à chaque fois parce que j'ai vraiment beaucoup tendance à m'isoler au moment de la création, au moment de l'écriture. Donc C'est j'ai parce que l'impression de l'écriture réapprendre demande de beaucoup ça. d'isolement. Oui. Alors, juste avant de donner la parole au public, d'ailleurs, il va y avoir une petite vente dédicace à faire à la fin. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous avez dit? Un dernier mot. Alors, je vais essayer de ne pas faire un dernier mot un peu bateau. Moi, je vous invite réellement tous à écrire vos mémoires, à vous raconter, à raconter votre expérience du monde. Et même si c'est maladroit, même si c'est juste pour vous, pour ceux qui vous sont chers, l'écriture est très importante. C'est un témoignage qui reste. Et comme je disais tout à l'heure, je retombais sur des tablettes d'argile et des stèles qui racontaient des anecdotes de gens qui ont vécu il y a 6000, 7000 ans. Banal. Et c'est ce qui reste de nous. La trace. Au final, oui. Ouais. Et écrivez pour vos proches, laissez-leur une trace de vous. Franchement. Vous tenez à la trace? Ouais. Oui, c'est très important. C'est très important parce que on voit il y a des peuples qui disparaissent tous les jours, il y a des langues qui disparaissent. Toutes les 3 semaines, je crois, il y a une langue qui disparaît quand même. Il y a des petites ethnies où il reste quelques dizaines d'habitants. La dernière fois, j'ai entendu qu'une ethnie s'était éteinte en Amazonie. Le dernier habitant était mort. Et je pense qu'il est très important qu'on laisse une trace pour le futur. Bon, si l'humanité survit, toutefois. Et sinon, dans un rapport beaucoup plus proche de transmission, de laisser une trace à ses enfants. Les sociétés changent très rapidement aussi. Beaucoup à une vitesse. Oui, à une vitesse qui devient effrayante. Et laisser une trace me paraît quelque chose de très important. Et puis, si j'ai écrit Signe, si d'autres écrivent, continuent à écrire, qu'il y a des livres qui sortent pour chaque syllabe, c'est aussi parce que on a envie de laisser un imaginaire commun. Il y a les récits nationaux, les récits un peu officiels, mais il y a les imaginaires de chaque culture, de chaque société, qui sont tout aussi importants. Voilà, la France a Astérix, les États-Unis ils ont Marvel, c'est des moyens par lesquels ils se racontent. Et il est important qu'on se raconte à nous-mêmes aussi. C'est quelque chose de très important et auquel je tiens. Faites-le s'il vous plaît. Ok, alors, j'ouvre le débat. Bon, on va l'applaudir. Ça ne vous a pas happé le livre? Les lumières? Parce que vous avez dit que vous êtes plutôt... Est-ce que ça m'a happé? J'ai la chance de ne pas vivre ici, donc je ne suis pas tout le temps exposé. Tu le seras dorénavant. Ouais. Bah oui. J'ai tendance aussi à choisir quand même mes rencontres et mes apparitions. Donc, à les organiser, à faire en sorte que ça soit encadré. D'ailleurs, on est très rapidement rentré en contact avec Lilia. On a fait des séances de travail, oui, au téléphone et en présentiel. Parce que j'ai besoin aussi d'être en confiance avec la personne que j'ai en face. Donc, oui, peut-être que ça me coûte plus que d'autres d'être présent face au public. Oui,
ça me fatigue, peut-être. Ça me demande de l'énergie. Mais ça fait partie du jeu et j'arrive un petit peu à m'en amuser maintenant. Ça va. Je prends mes aises. Les premières minutes, on a tendance à être un peu comme ça. Tu joues à la vedette. Oui. Je vais avoir un melon comme as dans 2 ans. Vous allez pas me reconnaître. Voilà. Alors, on commence le débat. Alors, qui a des questions? Kader, tu as des questions. Alors, Kader, c'est mon élève en seconde Ah oui, qui lit énormément. Bonjour.